Chapitre 14 Motricité volontaire et plasticité cérébrale. Certains mouvements sont involontaires, ce sont des réflexes. C'est par exemple le cas du réflexe myotatique qu'on a vu dans le chapitre précédent. Cependant, il existe aussi des mouvements qui sont volontaires, contrôlés, eux, par des structures neurologiques qui sont situées dans le cortex cérébral, c'est-à-dire à la surface du cerveau et non pas dans la moelle épinière comme pour le réflexe myotatique. Dans ce chapitre, on va voir également que les aptitudes d'un individu peuvent évoluer au cours de sa vie en fonction de son entraînement, etc., ce qui montre une certaine plasticité du cerveau. Ceci nous emmène à la problématique suivante. Comment le message nerveux contrôle la commande volontaire des muscles et comment expliquer la modification des capacités motrices au cours de la vie. Grand 1. Volonté et mouvement. On est aujourd'hui capable d'observer l'activité cérébrale d'une personne en train de réaliser un mouvement. Ceci grâce à l'IRM fonctionnel. L'activité cérébrale va se modifier en fonction de l'activité motrice de la personne, et ces variations sont des variations d'intensité, mais également des variations de zone d'activité. Lorsqu'une personne exécute un mouvement volontaire, on va observer une activation d'une zone déterminée du cortex cérébral. Cette zone est toujours la même pour une partie du corps donné. Ces zones du cortex cérébral sont les aires motrices primaires et les aires prémotrices. Les aires motrices primaires se trouvent au niveau de chaque hémisphère cérébral et elles sont responsables de la commande directe des mouvements, chaque territoire des aires motrices primaires commandant une zone bien particulière du corps. Plus une zone du corps va avoir une motricité sensible, plus la zone qui la contrôle aura une surface importante. La représentation du corps humain de manière proportionnelle à la taille des aires motrices est appelée l'homonculus que vous avez en schéma juste ici. J'ouvre une parenthèse ici, ce n'est pas du cours, c'est simplement pour vous faire comprendre un peu mieux les choses. Donc l'homonculus moteur représente les aires de notre cortex qui sont dédiées à la mobilité de certains de nos membres. Par exemple, on voit que sur l'homonculus, on a des mains énormes. Ça montre simplement que les aires responsables de la motricité de nos mains ont une surface très importante et donc que la motricité de nos mains est très fine, très sensible. Vous avez la même chose au niveau de tout ce qui est sensation. Si vous prenez un cobaye autour de vous et que vous lui mettez dans le dos, en même temps, deux pointes, vous pouvez prendre par exemple 2 crayons de papier, vous lui mettez 2 pointes dans le dos, vous apercevrez que c'est tellement peu sensible au niveau du dos qu'en dessous de 4 cm d'éloignement, la personne ne sera pas capable de dire si vous mettez un seul stylo ou 2 stylos. Par contre, au niveau du doigt, c'est beaucoup plus sensible. On a beaucoup plus de neurones dans notre cerveau qui gèrent ces informations sensitives qui viennent du doigt. Et au niveau du doigt, c'est moins d'1 millimètre. Voilà, je referme la parenthèse et on revient au cours. Il faut savoir que si on a des structures qui sont responsables de notre motricité au niveau de notre cerveau, des lésions de ces structures peuvent entraîner des paralysies. Par exemple, si on a une lésion à gauche, on va observer une paralysie du côté droit et inversement. Cela montre qu'en fait, notre cerveau gauche, la partie gauche de notre cerveau va commander la partie droite de notre corps, et la partie droite de notre cerveau va commander la partie gauche de notre corps. Donc, grand 2, le rôle intégrateur des neurones. Ici, avant de commencer, il faut dire une chose, c'est que l'intensité du message nerveux est codée au sein des neurones par la fréquence de potentiel d'action. Autrement dit, si je stimule fortement un neurone, je vais observer à l'intérieur de ce neurone une fréquence de potentiel d'action très importante. Et par contre, au niveau des synapses, là, l'intensité du message nerveux, elle, est commandée par la concentration de neurotransmetteurs. Autrement dit, si j'ai un fort message nerveux qui arrive au niveau du bouton synaptique, je vais avoir beaucoup de neurotransmetteurs qui vont être relargués. Et donc j'aurai une réponse dans le neurone postsynaptique très importante. Petit 1. Les synapses excitatrices et les synapses inhibitrices. Le fonctionnement général des synapses est globalement le même, mais les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique peuvent avoir des effets opposés sur l'élément postsynaptique. On va donc définir des synapses excitatrices et des synapses inhibitrices. Une synapse excitatrice va avoir tendance à faciliter la génération de potentiel d'action dans l'élément postsynaptique. Ce sera par exemple le cas de l'acétylcholine au niveau des jonctions neuromusculaires ou du glutamate dans le système nerveux central. A l'inverse, les synapses inhibitrices empêchent ou ralentissent la formation de potentiel d'action dans l'élément postsynaptique. C'est le cas par exemple de la glycine au niveau de la moelle épinière
ou encore du GABA au niveau du système nerveux central. Petit 2, l'intégration nerveuse. Un neurone est doué d'intégration. Autrement dit, il peut recevoir des informations de nombreux autres neurones et en générer une information unique. Par exemple, les motoneurones de la moelle épinière peuvent être en contact avec des milliers d'axones qui peuvent générer des informations différentes. Le motoneurone reçoit donc des informations antagonistes, contradictoires, certaines des synapses lui arrivant étant excitatrices, d'autres inhibitrices. Le motoneurone va intégrer ces informations en faisant la somme algébrique. Tout d'abord, il fait une sommation spatiale de l'ensemble des informations qui lui arrivent. Et il fait aussi une sommation temporelle des informations qui lui arrivent sur un temps donné. Si le résultat des sommations temporelles et spatiales correspond à une excitation, des potentiels d'action vont être générés au niveau de l'axone du neurone concerné. Dans le cas contraire, le neurone reste au repos. Les propriétés intégratrices du neurone lui permettent de délivrer un message nerveux unique, prenant en compte l'ensemble des informations qu'il a reçues. A contrario, les fibres musculaires ne sont innervées que par un seul neurone, elles n'ont donc aucune capacité d'intégration. Grand 3, la plasticité cérébrale. Petit 1, des variations entre individus. Le cortex entre deux individus va présenter de nombreuses similitudes, mais également un certain nombre de variations. Les variations interindividuelles des aires motrices s'acquièrent au cours du développement et des apprentissages. Par exemple, chez un guitariste, les aires de la motricité de la main gauche, si c'est un droitier, seront beaucoup plus développées que chez une personne qui ne fait pas de guitare. Ceci lui permet d'améliorer ses performances motrices au niveau des doigts. La modification de la répartition des aires motrices peut se faire assez rapidement, mais elle n'est pas forcément durable, ce qui montre la plasticité cérébrale. Les capacités de récupération du cerveau. À la suite d'un AVC, on peut observer à l'IRM une zone plus ou moins irrémédiablement nécrosée. Nécrosée, c'est-à-dire détruite. Lié à cette destruction du cortex moteur, on va observer des paralysies. Cependant, on peut observer d'étonnantes capacités de récupération des patients qui ont été atteints d'AVC. Cette capacité de récupération sera maximisée par une rééducation. Et la récupération lors d'une rééducation n'est pas liée à une reconstruction de la zone lésée, mais en très grande majorité à un remaniement des aires motrices. Ces capacités de récupération sont telles que même après plusieurs années d'amputation, un patient à qui on va greffer des mains sera capable de reprendre le contrôle des mains greffées. Contrairement à ce que l'on a cru pendant des années, le cerveau est capable de générer de nouveaux neurones, et ce, même à l'âge adulte. Ces neurones sont de plus capables de s'intégrer à des réseaux neuroniques préexistants. Ces récentes découvertes sont porteuses d'espoir. En effet, elles permettent d'imaginer de futurs traitements de maladies neurodégénératives. Les maladies neurodégénératives se caractérisent par une destruction de neurones dans un lieu donné. Exemple, Parkinson, Alzheimer, etc. Des recherches sont en cours, mais n'ont pas encore abouti.